Parfois, quand on regarde le monde qui nous entoure, on a cette drôle d'impression que certains motifs sont juste trop parfaits pour être le fruit du hasard. C'est un peu comme s'il y avait un code mathématique secret, caché, qui organise la beauté et la structure de tout ce qu'on voit. Allez, on plonge ensemble dans cette idée fascinante. Alors, c'est vrai que la question peut paraître un peu bizarre. Une galaxie, un chef-d'œuvre de la Renaissance, une fleur dans un champ. À première vue, absolument rien à voir, pas vrai? L'un est immense, cosmique, l'autre une icône de l'art, et le dernier, une simple plante. Et pourtant, ils partagent bien un secret. Ce secret, c'est un nombre, juste un seul nombre. Mais attention, pas n'importe lequel. Un nombre qui a fasciné les mathématiciens, les artistes, les penseurs, depuis des siècles. Et pour comprendre d'où il vient, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Notre histoire, elle nous emmène en Italie, au XIIIe siècle. On va y rencontrer un homme qui n'a pas seulement changé la façon de compter en Europe, mais qui a aussi, peut-être sans même s'en rendre compte, popularisé la clé de ce fameux code universel. Cet homme, c'est Léonard de Pise, mais on le connaît bien mieux sous le nom de Fibonacci. Et ce n'était pas juste un matheux, c'était un vrai visionnaire. Son livre, le Liber Abaci, a été une véritable révolution. C'est lui qui a introduit en Europe les chiffres qu'on utilise tous les jours. Mais son héritage le plus étrange, le plus mystérieux, il se trouve dans une toute petite suite de nombres. Ce qui est génial avec cette suite, c'est sa simplicité. C'est presque un jeu d'enfant. On part de 0 et 1. Et après, on additionne les deux derniers nombres pour avoir le suivant. Et on continue comme ça à l'infini. Simple, non ? Mais cette simplicité, elle cache quelque chose de bien plus profond. Une relation qui n'apparaît que si on y regarde d'un peu plus près. Et c'est là que la magie commence vraiment. Parce que la suite de Fibonacci, en fait, ce n'est que le point de départ. La véritable énigme, elle ne se trouve pas dans les nombres eux-mêmes, mais dans le rapport qu'ils ont entre eux. Une proportion si particulière qu'on lui a donné un surnom, la divine proportion. Le truc crucial à comprendre, c'est ça. Si on prend un nombre de la suite, n'importe lequel, et qu'on le divise par celui qui le précède, mettons 8 divisé par 5 ou 13 divisé par 8, plus on avance dans la suite, plus le résultat se rapproche d'une seule et même valeur. Toujours la même. Et cette valeur, c'est lui, c'est phi, le fameux nombre d'or, environ 1,618. C'est un nombre irrationnel, ce qui veut dire que les chiffres après la virgule continuent à l'infini sans jamais se répéter. Et c'est ce nombre qui semble être une sorte de plan d'architecte pour une quantité incroyable de choses dans notre univers. Bon, maintenant qu'on a la clé, ce fameux nombre phi, on va voir un peu quelle porte ça peut bien ouvrir. Et on va le retrouver dans des endroits absolument surprenants, que ce soit dans la croissance des plantes ou dans les plus grandes créations de l'humanité. C'est presque à ne pas y croire, mais on dirait bien que la nature suit ses règles mathématiques. La spirale parfaite d'un coquillage, la façon dont les branches d'un arbre se séparent pour chercher la lumière, ou même l'arrangement des graines au cœur d'un tournesol. Tout ça semble obéir à la proportion dictée par phi. C'est un peu comme une signature mathématique cachée dans le monde du vivant. Et les humains, consciemment ou non, ont reproduit cette même harmonie. Des Grecs anciens avec leur Parthénon, aux maîtres de la Renaissance, jusqu'aux architectes des grandes cathédrales gothiques. Énormément d'artistes ont utilisé ce ratio pour créer des œuvres d'une beauté et d'un équilibre qui nous touchent encore aujourd'hui. Mais attention, l'influence de ce nombre ne s'arrête pas à l'Antiquité ou aux feuilles des arbres. On va maintenant s'intéresser à des applications beaucoup plus modernes, et, il faut le dire, parfois beaucoup plus controversées. Et oui, ce même ratio se retrouve en plein cœur du monde de la finance. Des analystes utilisent ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci ou la théorie des vagues d'Elliott pour essayer de prédire les hausses et les baisses des marchés. C'est quand même un pont assez fascinant entre un concept mathématique millénaire et la bourse d'aujourd'hui. Et ça nous amène à une question encore plus personnelle et bien plus subjective. Si ce ratio définit l'harmonie dans la nature et dans l'art, est-ce qu'il la définit aussi pour le corps humain ? Alors, il y a cette idée qui suggère que les proportions considérées comme idéales dans un visage, ou même les rapports de longueur entre les os de nos doigts, se rapprocheraient du nombre d'or. Mais il faut être très clair là-dessus, comme nos sources le soulignent, ces affirmations sont subjectives, très débattues, et on est bien plus dans le domaine de l'esthétique que dans celui de la science exacte. Alors au final, que retenir de tout ça ? Comment est-ce possible qu'un simple nombre puisse avoir une telle influence, qu'on le retrouve de la spirale d'une galaxie lointaine jusqu'aux fluctuations de la bourse ? Cette citation résume parfaitement l'idée. Le nombre d'or, c'est comme un pont entre la logique pure des mathématiques et l'émotion esthétique de l'art. Il nous rappelle que ces deux mondes qu'on a tendance à voir comme opposés sont peut-être simplement les deux faces d'une même pièce. Et ça nous laisse avec une toute dernière question, une question un peu vertigineuse. Est-ce que ce motif est une véritable loi fondamentale de l'univers, un code inscrit dans le tissu même de la réalité ? Ou bien, est-ce que c'est simplement notre esprit humain qui est programmé pour chercher, trouver et admirer ce genre de schéma partout où il regarde ? La réponse reste peut-être à découvrir.